j'ai découvert le journal intime de ma fille, qui disait « Maman m'a encore demandé de ne pas dire à papa qu'elle et oncle Ricardo voyagent ensemble du 15 au 19 mars. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche, car chaque jour nous avons de nouvelles histoires, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Gonzalo Medina Ortega. J'ai 52 ans, et depuis 28 ans, je travaille comme architecte dans un cabinet respecté à Madrid. J'ai conçu des bâtiments commerciaux, des complexes résidentiels, et même 2 petits musées dont je suis fier. Je me suis toujours considéré comme un homme observateur, attentif aux détails, quelqu'un d'entraîné à remarquer quand quelque chose cloche dans un plan ou une structure. Mais il s'avère que j'étais complètement aveugle à ce qui se passait dans ma propre maison. Le 22 février 2024, un jeudi après-midi, je suis rentré du travail plus tôt que d'habitude. Il était exactement 17h43, lorsque j'ai garé ma voiture dans le garage. Véronica, ma femme de 48 ans, était allée à son cours de yoga, une chose qu'elle faisait tous les jeudis depuis 2 ans. Claudia, notre fille de 19 ans, était à l'université, selon son emploi du temps habituel. La maison était plongée dans un silence absolu. On n'entendait que le bourdonnement du réfrigérateur, et le tic-tac de la vieille horloge du couloir, héritée de mes parents. Je suis monté au 2e étage, car je m'étais souvenu que j'avais prêté à Claudia un livre sur l'architecture durable, 3 semaines auparavant. J'en avais besoin pour une présentation importante, le lundi suivant, avec un client potentiel qui souhaitait construire un bâtiment écologique. J'ai frappé à la porte de sa chambre par habitude, même si je savais qu'elle était vide. Silence. J'ai ouvert. La chambre de Claudia avait toujours été bien rangée. Rien à voir avec le stéréotype de la chambre d'adolescent chaotique. Des étagères bien ordonnées, un lit fait, un bureau propre. Elle étudiait l'administration des affaires à l'université Complutense, et elle a toujours été méticuleuse avec ses affaires. Je me suis approché de l'étagère où je pensais trouver le livre. J'ai vérifié les titres, un par un. Rien. J'ai regardé sur son bureau, il n'y était pas non plus. Et puis, je l'ai vu. Sur le lit parfaitement fait, se trouvait un carnet à couverture rigide bleu marine. Il était ouvert, les pages étalées, dévoilant une écriture que j'ai immédiatement reconnue comme étant celle de ma fille. Jamais, en 19 ans, je n'avais violé l'intimité de Claudia en lisant son journal. Véronica et moi avions toujours convenu que les enfants méritent des espaces privés, et que la confiance se construit en respectant les limites. Mais quelque chose m'a arrêté, au moment où j'allais quitter la pièce. Sur la page de gauche, une date était inscrite dans le coin supérieur. 22 février 2024, aujourd'hui. L'encre semblait fraîche dès la première ligne, écrite en lettres plus grandes que le reste. Elle disait quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur pendant une seconde entière. Maman m'a encore demandé de ne pas dire à papa qu'elle et oncle Ricardo partent en voyage ensemble du 15 au 19 mars. J'ai lu la phrase 3 fois, 4, puis 5 fois. Les mots ne changeaient pas. Maman, oncle Ricardo, voyage ensemble, ne pas dire à papa. Ricardo Dominguez Vega, mon petit frère de 46 ans. Le frère avec qui j'avais grandi, avec qui je jouais au football chaque samedi pendant notre enfance. Le parrain de Claudia, celui qui venait toujours à nos dîners de famille avec sa femme enceinte. Ma main tremblait. J'ai ressenti un nœud dans mon estomac, qui est remonté jusqu'à ma gorge. Je me suis assis sur le bord du lit de ma fille, car mes jambes ne me soutenaient plus. Le matelas a émis un léger grincement sous mon poids. J'ai pris une profonde inspiration. Une partie de moi hurlait de fermer ce journal, de sortir de là, et de respecter l'intimité de Claudia. Mais une autre partie, celle qui venait de lire cette ligne impossible, avait besoin d'en savoir plus. J'ai continué à lire. Maman m'a encore demandé de ne pas dire à papa qu'elle et oncle Ricardo partent en voyage ensemble du 15 au 19 mars. Je dois lui dire que maman est allée à Salamanque pour s'occuper de grand-mère. Parce qu'elle est malade. C'est la 8e fois qu'elle me demande ça. Je me sens horrible de mentir à papa, mais maman dit que c'est compliqué, que papa ne comprendrait pas, que ce ne sont que des voyages d'affaires. Parce qu'oncle Ricardo a des contacts qui peuvent l'aider pour son entreprise de décoration. Elle m'a donné 200 € ce matin. Tout comme les autres fois. J'ai déjà économisé 1400 €. Je les ai utilisés pour aller à Ibiza avec Marcos le mois dernier. Papa croit que j'y suis allé avec mes amis de l'université. Le journal a failli me tomber des mains. 200 €.
8 fois. 8 mensonges. Ma fille, ma propre fille, complice de quelque chose que mon cerveau refusait encore d'assimiler complètement. J'ai regardé l'horloge accrochée au mur de la chambre de Claudia. 18h02. Véronica rentrerait de son cours de yoga dans environ 40 minutes. Claudia avait cours jusqu'à 19h30. J'avais le temps. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, et j'ai commencé à photographier la page. Le flash s'est déclenché automatiquement dans la pénombre de la chambre. 3 photos, sous différents angles, pour m'assurer que le texte serait bien lisible. Ma main tremblait encore tellement que les 2 premières sont sorties floues. La 3e était nette. J'ai regardé le carnet ouvert sur le lit. La lumière du soir filtrait par la fenêtre, créant de longues ombres sur les pages. Je savais que la bonne chose à faire était de le laisser là, exactement comme je l'avais trouvé. Mais les mots, c'est la 8e fois, résonnaient dans ma tête, comme des cloches d'église. S'il y avait eu 8 fois, il y avait 8 entrées dans ce journal. J'ai fermé les yeux, et j'ai pris 5 grandes respirations. J'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai commencé à feuilleter les pages en arrière, à la recherche de dates antérieures. À la recherche des 7 autres fois où ma femme, après 25 ans de mariage, et mon jeune frère avaient planifié des voyages secrets, pendant que ma propre fille les couvrait pour 200 € à chaque fois. Et je les ai toutes trouvées. J'ai passé les 2 heures suivantes assis sur le lit de ma fille, à lire son journal intime comme s'il s'agissait d'un rapport médico-légal. Chaque page que je tournais était un coup direct à l'estomac. La première entrée pertinente que j'ai trouvée était datée du 12 janvier 2024, il y a à peine 6 semaines. Aujourd'hui, maman m'a encore donné 200 €. Elle m'a demandé que, si papa pose des questions, je lui dise qu'elle est à Barcelone, pour un salon du design d'intérieur, jusqu'à dimanche. En réalité, elle est partie avec oncle Ricardo à Saint-Sébastien. Elle m'a montré des photos de l'hôtel sur son portable avant de partir. Il y a une vue sur la mer. Je me sens mal, mais avec cet argent, je pourrais acheter les bottes que je veux. J'ai continué à remonter le temps. Novembre 2023. Maman et oncle Ricardo sont encore partis, cette fois à Valence. Papa pense que maman est à une formation de décoration de 3 jours. Elle m'a donné 200 €, et m'a dit que cela m'aiderait pour mes dépenses. Techniquement, ce n'est pas mentir. C'est juste ne pas tout dire. C'est ce que je me dis pour me sentir moins horrible. Septembre 2023. 200 € de plus. Voyage à Séville. Papa travaille comme toujours. Il ne se doute de rien. Maman dit qu'oncle Ricardo l'aide juste avec des contacts professionnels. Je ne sais pas si je la crois, mais l'argent est utile pour l'université. Juillet 2023. Un autre week-end, un autre voyage, un autre mensonge. 200 € dans ma main. Cette fois, ils sont allés à Malaga. Soi-disant pour un projet de décoration. Papa était à Bilbao pour le travail. Il n'était même pas à la maison pour poser des questions. Je commence à penser que maman planifie ses voyages quand papa est occupé. Mai 2023. Aujourd'hui, maman m'a avoué qu'elle voyageait avec oncle Ricardo depuis un moment. Elle m'a demandé de l'aider, en disant que papa ne comprendrait pas la nature professionnelle de ses voyages. Elle m'a donné 200 € pour la première fois. Je me suis senti sale en les acceptant. Mais je les ai pris quand même. Cette entrée, 7 voyages, 1400 € au total. Mais l'entrée de mai mentionnait qu'il voyageait depuis un moment, ce qui signifiait qu'il y avait eu d'autres voyages, bien avant que Claudia ne devienne une complice impliquée. J'ai photographié chaque page avec des mains de plus en plus fermes. Le choc initial se transformait en quelque chose de différent, quelque chose de plus froid, de plus calculé. 28 ans de travail dans l'architecture m'avaient appris que, lorsque l'on découvre une fissure dans des fondations, il faut inspecter toute la structure, avant de décider si elle peut être réparée, ou si elle doit être entièrement démolie. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, 19h52. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir au rez-de-chaussée, puis des pas légers monter les escaliers. Véronica était de retour. J'ai refermé le journal avec soin. Je l'ai replacé exactement dans la même position sur le lit, avec le même angle, et les mêmes pages ouvertes. J'ai quitté la chambre de Claudia, et je me suis dirigé vers notre chambre, au bout du couloir. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'on pouvait l'entendre. « Gonzalo, tu es à la maison. »
La voix de Véronica provenait du premier étage. Oui, je suis en haut, ai-je répondu, d'une voix qui semblait étonnamment normale. Je l'ai entendu s'affairer dans la cuisine. Le bruit familier de la cafetière électrique qui s'allume, l'eau qui coule. Les bruits normaux d'un foyer, d'une vie quotidienne dont je savais désormais qu'elle n'était qu'une vaste supercherie. Je me suis assis sur le bord de notre lit conjugal. Ce même lit où nous avions dormi ensemble pendant 25 ans de mariage. Celui où nous avions conçu Claudia. Celui où j'avais consolé Véronica à la mort de son père, il y a 8 ans. Ce même lit où, probablement, elle avait planifié chacun de ses voyages avec mon frère, pendant que je dormais à ses côtés. Véronica a monté les escaliers. 20 minutes plus tard, elle est entrée dans la chambre, avec une tasse de camomille entre les mains. Elle portait sa tenue de sport noire et fuchsia, les cheveux tirés en une haute queue de cheval. Elle était exactement comme d'habitude. Belle, énergique, confiante. « Comment s'est passée ta journée ?» m'a-t-elle demandé, en posant sa tasse sur sa table de chevet. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. J'ai essayé de trouver le moindre signe de culpabilité dans ses yeux bruns, la moindre once de remords. Rien. Juste le même sourire décontracté. Calme, ai-je menti. Des réunions ennuyeuses, comme d'habitude. Et ton cours de yoga? Intense. Martha nous a fait tenir cette posture du guerrier pendant 5 minutes. Mes jambes sont en compote, a-t-elle ri en s'étirant. Martha, sa professeure de yoga. Je me suis demandé combien de fois elle avait utilisé ses cours comme alibi. Combien de fois le mot « yoga » avait signifié quelque chose de complètement différent. Nous avons dîné ensemble ce soir-là, comme si de rien n'était. Claudia est arrivée à 20h40. Elle m'a embrassé sur la joue, comme toujours, et a salué sa mère. Nous nous sommes assis tous les trois dans la salle à manger. Véronica avait préparé du bar au four avec des légumes. Nous avons parlé de choses futiles, le nouveau projet de Claudia à l'université, les voisins du 4e étage qui faisaient des travaux et du bruit, l'anniversaire de son cousin Javier la semaine prochaine. J'ai observé ma fille tout au long du repas. À chaque fois qu'elle parlait avec Véronica, à chaque geste, à chaque sourire, je cherchais des signes d'inconfort, de culpabilité. J'en ai trouvé quelques-uns. La façon dont elle fuyait mon regard direct, quand elle a mentionné ses projets pour le week-end. La façon dont ses doigts pianotaient nerveusement sur la table, lorsque Véronica a mentionné, d'un ton désinvolte, qu'en mars elle aurait plusieurs réunions de travail en dehors de Madrid. Quelle réunion, ai-je demandé d'un ton neutre, en coupant un morceau de bar. Avec des fournisseurs pour mon entreprise de décoration. Tu sais, des contacts que je cultive, a souri Véronica. Je devrais probablement voyager quelques jours à la mi-mois. Combien de jours? J'ai gardé une voix parfaitement normale. 4, peut-être 5. Du 15 au 19, plus ou moins. Du 15 au 19 mars, exactement les dates inscrites dans le journal de Claudia. Véronica m'a regardé droit dans les yeux, en mentant sans ciller, sans hésiter. C'est génial que tu développes ton activité, ai-je dit. Cette nuit-là, quand Véronica s'est endormie à mes côtés vers minuit, j'ai attendu encore 40 minutes. Sa respiration est devenue profonde et régulière. Elle a toujours eu le sommeil lourd. Je me suis levé avec une précaution extrême, chaque mouvement calculé pour ne faire aucun bruit sur le matelas. Je suis sorti de la chambre pieds nus, et je suis retourné dans la chambre de Claudia. Le journal était toujours exactement là où je l'avais laissé. Cette fois, je n'avais plus aucun scrupule moral. J'ai photographié 23 pages complètes, couvrant les 9 derniers mois. Chaque entrée où elle mentionnait sa mère, chaque référence à de l'argent reçu, chaque mensonge documenté avec sa date exacte. Quand j'ai fini, il était 2h37 du matin. Je suis retourné dans ma chambre, je me suis allongé à côté de ma femme endormie, et j'ai fixé le plafond dans l'obscurité. Je ne ressentais pas de rage. Je ne pleurais pas. Je ressentais juste une étrange et froide lucidité. Je savais exactement ce que je devais faire maintenant. Le vendredi 23 février 2024, je me suis réveillé à 6h du matin, après avoir dormi à peine 3 heures. Véronica dormait encore profondément. Je me suis douché, rasé, et je me suis habillé avec l'un de mes costumes de travail gris. J'ai pris mon petit déjeuner seul dans la cuisine, un café noir, du pain grillé avec de l'huile d'olive. De façon mécanique, automatique. À 7h45,
J'ai quitté la maison en disant que j'avais des réunions toute la journée. Ce n'était pas un mensonge. J'avais des réunions, mais pas le genre que Véronica s'imaginait. J'ai conduit jusqu'au quartier de Chambry, à une adresse que j'avais trouvée la veille au soir en naviguant sur Internet depuis mon portable, alors que j'étais allongé dans le noir. Esteban Ruiz Navarro, détective privé. Les avis en ligne étaient excellents. Spécialisé dans les affaires conjugales, les surveillances discrètes, et la collecte de preuves recevables au tribunal. Son bureau se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble rénové, avec une petite plaque discrète à côté de la sonnette. J'ai monté les escaliers. Le couloir sentait le café frais et le vieux papier. J'ai frappé à la porte avec mes jointures, 3 fois. Entrez, ai-je entendu depuis l'intérieur. Esteban Ruiz Navarro s'est avéré être un homme d'environ 55 ans, chauve, avec des lunettes à monture métallique, et une barbe grise très soignée. Son bureau était petit mais ordonné, des classeurs métalliques contre un mur, un bureau en bois foncé avec un ordinateur portable, et des étagères remplies de dossiers classés par année. Sur le mur derrière lui se trouvaient plusieurs diplômes et certifications. « Bonjour, monsieur Medina », a-t-il dit, en désignant une chaise devant son bureau. « Oui, nous nous sommes parlé au téléphone hier soir. »« Bien sûr, asseyez-vous, je vous prie. » Il a ouvert un nouveau dossier et a pris un stylo. « Dites-moi exactement ce dont vous avez besoin. » Je lui ai tout raconté. Le journal intime de ma fille, les 7 entrées documentées, les voyages avec mon frère, les dates précises, les paiements de 200 € et le prochain voyage prévu du 15 au 19 mars. Je n'ai rien omis. Ma voix semblait étrangement calme, même pour moi-même, comme si je décrivais le projet de construction de quelqu'un d'autre. Esteban a pris des notes rapides dans son carnet. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à son fauteuil et m'a regardé directement. « Avez-vous les photographies du journal ?» m'a-t-il demandé. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré les 23 images. Il les a passées en revue une par une, en agrandissant le texte, lisant attentivement. « C'est une preuve solide de complicité et de dissimulation », a-t-il finalement déclaré. Mais nous avons besoin de preuves directes de l'adultère. Des photographies, des vidéos, des documents qui prouvent que vos soupçons sont fondés. Avez-vous accès aux relevés bancaires de votre compte commun? Oui, je peux les obtenir pour les 3 dernières années. Parfait. Cela nous aidera à traquer les paiements suspects, les hôtels, les restaurants, les voyages. Il a fait quelques calculs dans son carnet. Pour un travail de cette nature, étant donné que nous avons près de 3 semaines avant le voyage prévu, je vous propose la chose suivante. Une surveillance immédiate de votre femme et de votre frère, le suivi de leur routine, la documentation de leurs rencontres et l'investigation de leurs adresses fréquentes. Ensuite, une surveillance intensive pendant le voyage du 15 au 19 mars. Combien cela coûte-t-il? 2800 €. Cela inclut 18 jours d'enquête, du matériel photographique professionnel, le suivi des véhicules si nécessaire, et un rapport détaillé avec des preuves recevables au tribunal. Plus une déclaration sous serment de ma part, si cela est requis dans une procédure légale. C'était moins que ce que Véronica avait dépensé pour un seul de ses voyages secrets avec Ricardo. J'accepte. Quand pouvez-vous commencer? Aujourd'hui. J'ai besoin de photos de votre femme et de votre frère, de leurs adresses habituelles, des modèles de leurs véhicules, de leur lieu de travail, et des routines que vous connaissez. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue chaque détail. Je lui ai montré des photos de Véronica depuis mon portable, des photos de famille où Ricardo apparaissait également. Je lui ai donné l'adresse de notre maison, l'adresse de l'appartement de Ricardo dans le quartier de Salamanque, l'emplacement du studio de décoration de Véronica, et les horaires de ses prétendus cours de yoga. J'ai décrit la voiture de Véronica, une Audi A3 argentée, dont je connais la plaque d'immatriculation par cœur. Encore une chose, a ajouté Esteban, en sauvegardant toutes les informations. Pendant ces 3 semaines, vous devez agir avec une normalité absolue. Aucun changement dans votre routine, aucune confrontation, aucune question suspecte. S'ils détectent que vous savez quelque chose, ils changeront leur plan, et nous perdrons l'opportunité d'obtenir des preuves définitives. Compris. J'ai signé un contrat de confidentialité et de service professionnel. Je lui ai viré 1400 € d'acompte depuis mon compte personnel, et non depuis le compte commun. Je paierai le reste à la réception du rapport final. J'ai quitté son bureau à 10h30 du matin.
Le soleil brillait sur Madrid. Le trafic s'écoulait normalement. Les gens marchaient sur les trottoirs, occupés par leur vie. Tout semblait ordinaire, mais je venais de franchir une ligne invisible. Je n'étais plus seulement un mari trompé et sous le choc. J'étais quelqu'un qui passait à l'action. Ma prochaine étape était un cabinet d'avocats sur le Paseo de la Castellana. Le cabinet Torres y Associado, spécialiste en droit de la famille et en divorce. J'avais demandé un rendez-vous le matin même, profitant d'une annulation de dernière minute. Immaculada Torres Jiménez m'a reçu à 11 heures. C'était une femme d'environ 42 ans, avec des cheveux noirs courts jusqu'aux épaules, un tailleur bleu marine impeccable, et un regard intelligent et direct. Son bureau avait de grandes fenêtres avec vue sur la ville, et des étagères pleines de codes juridiques et de jurisprudence. Monsieur Medina, je vous en prie, asseyez-vous. Mon assistante m'a dit que vous aviez besoin de conseils urgents pour une affaire conjugale. J'ai expliqué toute la situation pour la deuxième fois de la journée. Le journal, les voyages, mon frère, les dates, et le détective privé que je venais d'embaucher. Immaculada m'écoutait, en prenant des notes sur une tablette. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran tactile. « Depuis combien de temps êtes-vous marié ?» a-t-elle demandé. 25 ans. Nous nous sommes mariés le 14 juin 1999. Régime économique, communauté de biens. L'appartement où nous vivons, nous l'avons acheté en 2008 pour 290 000 euros. Il est aujourd'hui évalué à environ 340 000 euros, selon la dernière estimation. Compte bancaire? Un compte commun où est versé mon salaire. Je gagne 4 200 euros par mois. Véronica a des revenus irréguliers avec son entreprise de décoration, entre 8 cents et 1 200 euros par mois. J'ai aussi un compte personnel où j'ai gardé l'héritage de mon père, soit 156 000 euros. Immaculada a tout noté méthodiquement. Des enfants? Une fille, Claudia, 19 ans, financièrement dépendante. Oui, je paie son université, 650 euros par mois. Son assurance santé privée, 180 euros par mois. Je lui donne une allocation mensuelle de 400 euros pour ses dépenses personnelles. Je comprends. Immaculada a posé la tablette sur son bureau, et m'a regardé directement. Monsieur Medina, d'après ce que vous me dites, nous avons un dossier solide pour un divorce pour faute, en raison d'un adultère, en Espagne. Bien que le divorce par consentement mutuel soit le plus courant. Prouver l'adultère peut influencer le partage des biens et la pension compensatoire. Nous aurons besoin de toutes les preuves que le détective privé obtiendra. En plus des documents financiers qui prouvent une mauvaise utilisation des fonds communs. De quoi avez-vous exactement besoin? Des relevés bancaires complets de votre compte commun, pour les 3 dernières années. Je veux voir tous les mouvements, les virements, les paiements par carte. Les retraits d'espèces. Nous allons chercher des schémas de dépenses suspectes. Le lundi 26 février, à 9 h du matin, je suis entré dans l'agence bancaire où Véronica et moi avions notre compte commun depuis 18 ans. Le bâtiment se trouvait en plein cœur de Madrid, avec une façade de verre et de marbre, remplie de gens faisant leurs courses matinales. Je me suis approché d'un des employés du service client. Bonjour. J'ai besoin des relevés complets de mon compte, pour les 3 dernières années. Tous les mouvements, sans exception. L'employé, un jeune homme d'une trentaine d'années avec une cravate bleue, a vérifié ma carte d'identité, et a tapé sur son ordinateur. Cela représente 36 mois de mouvement, Monsieur Medina. Préférez-vous les recevoir par email ou imprimés? Les deux. J'ai besoin d'une copie physique certifiée et d'une version numérique. Cela nous prendra environ 2 heures pour tout préparer. Les copies certifiées ont un coût de 35 euros. Parfait. Je vais attendre. Je suis revenu à 11h30. Ils m'ont remis un épais dossier contenant 468 pages de relevés bancaires, ainsi qu'une clé USB avec des fichiers PDF. J'ai signé un reçu, j'ai payé, et je suis parti directement pour le bureau d'Immaculada Torres. Elle m'attendait avec du café frais. Nous avons étalé les documents sur une grande table de conférence, dans son bureau. Pendant les 4 heures qui ont suivi, Immaculada et moi avons passé en revue chaque ligne de ces relevés, comme des archéologues déterrant des ruines. Les premiers mois n'ont rien montré d'inhabituel. Les dépenses courantes du foyer, les supermarchés, les charges, l'essence, et des restaurants occasionnels. Mais en avril 2022, il y a exactement 2 ans, quelque chose a changé. Regardez ça.
Immaculada a pointé une ligne spécifique avec son stylo rouge. Virement de 3 500 € depuis le compte commun vers un compte personnel au nom de Véronica Soli Campos. Motif, épargne personnelle. Nous avons continué. Mai 2022, un autre virement de 2800 €. Juin, 1900 €. Juillet, 1200 €. Immaculada a utilisé une calculatrice financière pour additionner chaque virement suspect. Je prenais des notes dans un carnet, en marquant les dates avec des couleurs différentes selon le type de mouvement. Au total, a dit Immaculada après avoir examiné 20 mois complets, Véronica a transféré exactement 47 300 € du compte commun vers son compte personnel, entre avril 2022 et février 2024. 47 300 €, soit mon salaire complet pendant 11 mois. De l'argent que j'avais gagné en concevant des bâtiments, en supervisant des chantiers, en travaillant tard au bureau, pendant que ma femme planifiait sa prochaine escapade avec mon frère. Mais ce n'était que le début. Immaculada a séparé les relevés en piles, selon les catégories de dépenses, hôtel, restaurant, magasin de vêtements pour hommes, bijouterie. Chaque pile a révélé un schéma d'une clarté dévastatrice. Les hôtels, a commencé à lire Immaculada depuis sa liste manuscrite. Hôtel Miramar à Saint-Sébastien, chambre double, 560 €, payé le 13 janvier 2024. Grand Hôtel Don Manuel à Séville, suite junior, 720 €, payé le 8 septembre 2023. Parador de Tolède, chambre supérieure avec vue, 840 €, 2 nuits payées le 1er juillet 2023. La liste continuait. 12 réservations d'hôtels différentes, toutes des chambres doubles ou des suites, toutes payées depuis le compte commun avec la carte de crédit de Véronica. Total dépensé en hébergement, 12 600 €. Les restaurants étaient tout aussi révélateurs, et pas n'importe quel restaurant. Des lieux romantiques et onéreux, avec des étoiles Michelin, mentionnés dans des guides gastronomiques exclusifs. Le restaurant Arzac à Saint-Sébastien, 450 € pour 2 personnes. Le restaurant Casa Marcelo à Saint-Jacques-de-Compostelle, 510 €. Immaculada a levé les yeux vers moi. Ce sont des restaurants où l'on célèbre des occasions spéciales. Des anniversaires, des dîners romantiques. J'ai senti un vide glacial se répandre dans ma poitrine. J'emmenais Véronica dîner peut-être une fois par mois, généralement dans des endroits décents mais pas ostentatoires, où nous dépensions entre 60 et 80 €. Pendant ce temps, elle dépensait 500 € pour un seul dîner avec mon frère, en utilisant mon argent. Total dans les restaurants pendant ces 2 années, 8 900 €. Ensuite sont venus les achats dans les boutiques de vêtements de marque pour hommes. Hugo Boss, Massimo Dutti, Loewe ou Hermenegildo Zegna. Des vestes à 400 €, des chemises à 150 €, des chaussures à 300 €. Aucun de ces vêtements ne se trouvait dans mon placard. J'achetais mes vêtements chez El Corte Inglés pendant les soldes. Combien pour les vêtements, ai-je demandé, même si je savais déjà que la réponse serait douloureuse. 5 400 € en 18 achats différents. Les bijoux aussi. Une montre Tissot à 1 400 €, achetée en novembre 2022. Des boutons de manchette en argent à 280 €. Un bracelet en cuir et acier à 320 €. En résumant, encore 2100 € en bijoux et accessoires pour hommes. Immaculada a ajouté, nous avons fait le calcul total. 47 300 € transférés sur le compte personnel de Véronica, 12 600 € pour les hôtels, 8 900 € dans les restaurants, 5 400 € en vêtements pour hommes, 2100 € en bijoux, sans compter les petites dépenses supplémentaires pour les taxis. Les fleuristes, les cavistes, les épiceries fines. Nous parlons d'environ 78 000 € dépensés en 2 ans, a déclaré Immaculada, d'une voix professionnelle, mais non sans une pointe d'indignation contenue. Le tout depuis un compte commun, où les revenus principaux proviennent de votre salaire. Le prix de la trahison, quantifié par des relevés bancaires et des reçus. Immaculada a organisé toute la documentation dans des dossiers séparés, par catégorie et par année. Elle a préparé un rapport préliminaire de 32 pages détaillant chaque transaction suspecte, avec les dates, les montants, les motifs et les commerçants. Ce sera crucial dans la procédure de divorce, m'a-t-elle expliqué en fermant les dossiers. Cela démontre un détournement de fonds communs pour des activités extérieures au mariage. Un juge verra cela de manière très favorable pour vous, lors du partage des biens. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me tracassait depuis que j'avais lu le journal de Claudia. Je dois aussi vérifier les relevés du compte universitaire de ma fille, ai-je dit.
Immaculada a haussé un sourcil. Vous soupçonnez quelque chose? Dans son journal, elle a mentionné avoir utilisé 1400 € qu'elle avait reçus de Véronica pour partir en voyage à Ibiza avec son petit ami, mais cet argent est censé être destiné aux frais universitaires. Je dépose 750 € sur ce compte chaque mois. 650 € pour les frais de scolarité mensuels. Et 100 € supplémentaires pour le matériel. Le lendemain, 27 février, j'ai demandé les relevés du compte universitaire de Claudia. En tant que titulaire et unique déposant, j'y avais un accès total. Les documents sont arrivés par email en moins d'une heure. Ce que j'ai trouvé a confirmé mes pires soupçons. Le compte avait été ouvert lorsque Claudia avait commencé l'université, en septembre 2022. Chaque mois, je transférais religieusement 750 €. L'université prélevait automatiquement 650 € le 5 de chaque mois. Les 100 € restants s'accumulaient pour les livres, le matériel et le transport. Mais en janvier 2024, il y a eu un retrait d'espèces de 1400 €. Le solde du compte s'est retrouvé à seulement 83 €. 2 semaines plus tard, un autre dépôt est apparu, 2000 €, provenant d'un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai fait des recherches sur ce numéro. Il appartenait à Véronica. Ma femme avait remplacé l'argent que Claudia avait dépensé, pour que je ne remarque rien d'étrange. J'ai appelé Immaculada immédiatement. Nous avons un nouvel élément, ai-je expliqué. Claudia a utilisé l'argent destiné à son éducation pour des voyages personnels. Véronica l'a remplacé depuis son compte personnel, probablement avec de l'argent qu'elle avait préalablement transféré depuis notre compte commun. C'est un cercle de détournement et de dissimulation. Cela ajoute une complicité directe, a répondu Immaculada. Nous ne parlons plus seulement d'adultère, mais d'une manipulation financière familiale. Gardez ces relevés, eux aussi. Pendant que je rassemblais des preuves financières, Esteban Ruiz travaillait sur le terrain. Le mercredi 28 février, il m'a appelé pour la première fois, afin de me faire un rapport préliminaire. Sa voix était professionnelle, dénuée de toute émotion. Monsieur Medina, j'ai des informations pertinentes. Pouvez-vous parler librement, en ce moment? J'étais dans mon bureau, la porte fermée. Oui, allez-y. Votre femme n'est allée à aucun cours de yoga, jeudi dernier. Je l'ai suivie depuis son domicile. Elle a conduit directement jusqu'à un immeuble au 47 rue Serrano. Elle est restée à l'intérieur pendant 3h25 minutes. Votre frère, Ricardo, est arrivé 14 minutes après elle. Ils sont tous les deux sortis ensemble à 19h42. J'ai eu l'impression que quelqu'un me plongeait dans de l'eau glacée. Avez-vous des photos? 32 L'entrée des deux dans l'immeuble avec les horodatage, et leur sortie conjointe. J'ai aussi obtenu des informations sur l'immeuble. C'est l'appartement 4B. Il est loué au nom de Ricardo Dominguez Vega depuis 23 mois. Loyer mensuel de 1200 €. 23 mois. Presque 2 ans à entretenir un appartement, spécifiquement pour leur rencontre. Ce n'étaient pas des voyages sporadiques. C'était une relation établie, organisée, avec sa propre infrastructure. Continuez la surveillance, ai-je dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas comme étant la mienne. Pendant les 12 jours suivants, Esteban a méticuleusement documenté chaque mouvement. Il m'envoyait des rapports quotidiens par email crypté, avec des photographies, les horaires exacts, et les itinéraires empruntés. Jeudi 7 mars, Véronica et Ricardo se sont retrouvés à l'appartement de la rue Serrano. Ils sont restés à l'intérieur de 15h20 à 19h50. Esteban avait réussi à prendre des photos depuis un café dont les fenêtres donnaient directement sur l'immeuble. Les images montraient clairement les deux entrant, puis sortant des heures plus tard. Sur une photo, Ricardo avait la main dans le bas du dos de Véronica, un geste intime et possessif. Vendredi 8 mars. Ils ont déjeuné ensemble dans un restaurant appelé The Secret Garden, dans un quartier calme, éloigné de nos habitudes. Esteban avait réservé une table près d'eux, et avait discrètement enregistré l'audio. Des conversations banales, mêlées de commentaires affectueux. Ricardo appelait Véronica, ma vie. Elle riait avec une insouciance qu'elle ne m'avait plus montrée depuis des années. Mais le plus dévastateur est survenu le week-end du 9 et 10 mars. Esteban m'a appelé dimanche soir. Monsieur Medina, je dois vous informer d'un développement important. Vendredi après-midi. Votre femme et votre frère ont quitté Madrid dans son véhicule. Je les ai suivis jusqu'à Tolède.
Ils se sont enregistrés au Parador de Tolède en tant que couple marié. Une chambre double avec vue sur le Tage. Ils y ont passé tout le samedi. Ils ont mangé sur la terrasse de l'hôtel. Ils se sont promenés dans le quartier historique en se tenant la main, et ils ont dîné dans un restaurant étoilé au guide Michelin. Ils sont rentrés à Madrid ce dimanche après-midi. Pendant qu'Esteban me racontait cela, j'étais assis dans mon bureau, à la maison. Véronica était au rez-de-chaussée, en train de regarder une série télévisée. L'après-midi même, elle était rentrée en disant qu'elle avait passé le week-end chez son amie Lucia, car elle avait besoin de déconnecter un peu. « Avez-vous des preuves ?» ai-je demandé. 53 photographies haute résolution. Une vidéo de 4 minutes où on les voit clairement entrer et sortir de l'hôtel. Les registres de l'hôtel, que j'ai obtenus grâce à un contact professionnel, bien que ceux-ci ne soient pas légalement recevables. Ils ont confirmé que la chambre était réservée au nom de Ricardo Dominguez, avec une accompagnatrice précisée comme étant son épouse. Envoyez-moi tout. Cette nuit-là, après que Véronica s'est endormie, je suis descendu dans mon bureau, et j'ai ouvert le fichier crypté qu'Esteban m'avait envoyé. 53 photographies. Je les ai examinées une par une sur l'écran de mon ordinateur, avec des écouteurs pour que personne d'autre n'entende le son de la vidéo. Ils étaient là. Véronica et Ricardo, marchant dans les rues pavées de Tolède, assis à une terrasse avec vue sur la cathédrale. Elle portait une robe bleu clair que je ne reconnaissais pas, probablement achetée avec l'argent de notre compte commun. Ricardo portait l'une de ses chemises hors de prix de Massimo Dutti, apparue sur les relevés bancaires. Sur une photo prise de loin avec un téléobjectif, ils s'embrassaient près du point de vue sur le Tage. Ce n'était pas un baiser désinvolte. C'était long, passionné. La main de Ricardo tenait le visage de Véronica avec une tendresse qui a brisé quelque chose au plus profond de ma poitrine. La vidéo était pire. 4 minutes enregistrées depuis le parking du Parador, montrant Véronica et Ricardo quittant l'hôtel le samedi matin. Ils portaient une petite valise, elle avait un sac de voyage. Ils marchaient près l'un de l'autre, parlant, riant. Avant de monter dans la voiture, Ricardo l'a embrassé de nouveau. Puis il lui a ouvert la portière côté passager. Des détails de courtoisie, des gestes automatiques d'un couple établi. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai éteint la lumière du bureau, et je suis resté assis dans le noir pendant près d'1 heure. Je n'ai pas pleuré. J'aurais peut-être dû, mais quelque chose s'était solidifié en moi au cours de ces jours d'enquête silencieuse. Le lundi 11 mars 2024, j'ai commencé à démanteler silencieusement les fondations financières de mon mariage. Véronica était dans son studio de décoration. Claudia était à l'université. J'avais pris 3 jours de congé au travail, ce qui était inhabituel pour moi, mais que j'ai justifié par des raisons personnelles urgentes. Personne n'a posé de questions. Mon premier arrêt fut la compagnie d'assurance où nous avions la police d'assurance vie que j'avais souscrite il y a 18 ans. Une police de 280 000 €, avec Véronica comme unique bénéficiaire en cas de décès. J'avais payé religieusement chaque prime mensuelle pendant près de 2 décennies. L'agence d'assurance se trouvait dans un bâtiment d'entreprise moderne, près de la gare d'Atocha. L'agente qui m'a reçu, une femme d'une 50aine d'années nommée Béatrice Lara, a vérifié ma police sur son système informatique. Je veux changer le bénéficiaire, ai-je dit directement. Bien sûr, monsieur Medina, par qui souhaitez-vous le remplacer? J'y avais réfléchi. Claudia était ma fille, mais sa complicité l'avait automatiquement disqualifiée. Je n'avais pas d'autres enfants. Mes parents étaient âgés et n'avaient pas besoin d'argent. Au nom de la Fondation espagnole du cœur, ai-je répondu, une association caritative qui menait des recherches sur les maladies cardiovasculaires. Mon père était mort d'une crise cardiaque. Au moins, cet argent servirait à quelque chose. Béatrice a traité le changement. Elle m'a fait signer 4 documents différents. En 30 minutes, Véronica n'était plus la bénéficiaire de 280 000 €. Je suis sorti de là avec un étrange sentiment de pouvoir. Chaque action que j'entreprenais, c'était comme retirer des pièces d'un bâtiment condamné, avant sa démolition contrôlée. Méthodique, irréversible. Ma prochaine destination était la banque. J'ai demandé à parler au directeur de l'agence, un homme nommé Felipe Moral, avec qui j'avais travaillé sur le financement de 2 projets architecturaux des années auparavant. Felipe, je dois transférer des fonds de mon compte personnel vers un nouveau compte que je veux ouvrir dans un autre établissement, ai-je expliqué dans son bureau privé. De quel montant parlons-nous? 256 000 €.
Felipe n'a montré aucune surprise. Il était professionnel. Un problème avec nos services? Rien de personnel. J'ai juste besoin de séparer complètement mes finances héritées de tout actif commun. Il a compris, sans que j'aie besoin de lui donner plus d'explications. Il avait probablement vu des dizaines de cas similaires, des divorces imminents, où l'un des conjoints protège ses biens avant que la bataille juridique ne commence. Nous avons ouvert un nouveau compte dans une autre banque, un établissement auquel Véronica n'avait ni accès, ni connaissance. Nous y avons transféré les 156 000 € dont j'avais hérité de mon père il y a 3 ans. De l'argent qui m'appartenait légalement et exclusivement, car il s'agissait d'un héritage privé, et non d'un bien commun, mais que je voulais m'assurer de mettre physiquement hors de portée de toute manœuvre légale ultérieure. Je dois aussi annuler 3 cartes de crédit liées à mon compte commun, ai-je ajouté. Felipe a tapé sur son ordinateur. Je vois ici 2 cartes supplémentaires émises au nom de Véronica Soli Campos, et une carte de débit partagée. Annulez les 3 avec effet immédiat. Cela laissera le compte commun avec seulement ma carte principale. Exactement. J'ai signé les autorisations correspondantes. En quelques minutes, Véronica a perdu l'accès à une limite de crédit commune de 12 000 €. Lorsqu'elle essaierait d'utiliser ces cartes, elle serait rejetée. Elle penserait probablement à une erreur bancaire. Le temps qu'elle découvre la vérité, il serait trop tard. Le mardi 12 mars, je me suis rendu chez le notaire. J'avais demandé un rendez-vous urgent pour modifier mon testament. L'étude notariale se trouvait dans une rue calme du quartier de Chambry, dans un immeuble majestueux, avec des sols en marbre et de hauts plafonds ornés de vieilles moulures. Le notaire, dont Emilio Castanda Pérez, était un homme de 68 ans à la réputation impeccable. Il avait rédigé mon testament initial il y a 11 ans, lorsque Claudia avait eu 8 ans et que Véronica et moi avions décidé de mettre nos affaires juridiques en ordre. Don Gonzalo. Il m'a salué avec une poignée de main ferme. Ma secrétaire a mentionné que vous aviez besoin de modifier des dispositions testamentaires. C'est exact. Je veux révoquer complètement le testament précédent, et en rédiger un nouveau. Nous nous sommes assis dans son bureau privé. J'ai sorti un dossier avec des notes que j'avais minutieusement préparées la veille. Dans le testament actuel, a expliqué Don Emilio en examinant ces dossiers, vous laissez 50% de vos biens à votre épouse, Véronica Soli Campos, et les 50% restants à votre fille, Claudia Medina Soli. Correct. Je veux changer cela complètement. Don Emilio a levé les yeux, ses lunettes de lecture glissant légèrement sur son nez. Complètement. Ma femme ne recevra rien au-delà de ce qui lui revient légalement dans la procédure de divorce que je vais bientôt engager. Ma fille sera exclue de tout héritage. Les biens qui me reviendront après le partage seront attribués à 50% à la Fondation espagnole du cœur. Et à 50% à ma sœur Patricia Medina Ortega. Don Emilio a pris des notes avec son vieux stylo plume. Il n'a fait aucun commentaire moral, ni demandé de raison. Son travail consistait à acter des testaments, pas à les juger. Je dois vous avertir que votre fille Claudia a droit à une part réservataire, selon le Code civil espagnol. Elle est un héritier réservataire. Je sais. Qu'elle reçoive le minimum légal obligatoire. Rien de plus. Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger le Nouveau Testament. Don Emilio dictait les clauses, pendant que sa secrétaire tapait à l'ordinateur. J'ai passé en revue chaque paragraphe, chaque disposition. Quand nous avons terminé, le document comptait 7 pages de petits caractères et d'un langage juridique précis. Je l'ai signé en présence de 2 témoins qui travaillaient à l'étude. Don Emilio a apposé son sceau officiel. Le précédent était révoqué, le nouveau prenait effet immédiatement. L'après-midi même, je suis retourné au bureau d'Immaculada Torres. Elle avait travaillé sans relâche ces derniers jours, pour préparer la documentation juridique la plus complète possible. J'ai la requête en divorce prête, a-t-elle annoncé en me tendant un épais dossier. 127 pages, comprenant toutes les annexes, les fondements juridiques, les preuves photographiques, les relevés bancaires analysés, la déclaration du détective privé, et une chronologie détaillée des événements. J'ai ouvert le dossier. La première page indiquait, en termes formels, requête en divorce pour faute, Gonzalo Medina Ortega contre Véronica Soli Campos. Motif, adultère avéré et détournement de biens communs. J'ai tourné les pages lentement. Immaculada avait tout organisé avec une précision chirurgicale. Les photographies de Véronica et Ricardo entrant dans l'appartement.
Des copies des messages récupérés. Un tableau détaillé des 78 000 € dépensés. La déclaration sous serment d'Esteban, certifiant chaque détail de son enquête. Quand je déposerai ceci au tribunal, a expliqué Immaculada, je demanderai un partage des biens à 70/30 en votre faveur, sur la base du détournement prouvé. Je demanderai également que Véronica restitue 23 650 €, soit environ un tiers du montant détourné. Ajusté pour les calculs d'utilisation des biens communs. Quand le déposons-nous? Je vous recommande d'attendre après le voyage du 15 au 19 mars. Laissez le détective documenter ce dernier voyage. Ce sera la preuve définitive la plus récente. C'était logique. Une dernière preuve irréfutable. Le mercredi 13 mars, ma préparation était terminée. J'avais mis tous mes biens privés hors de portée. J'avais annulé les accès financiers partagés. J'avais modifié les bénéficiaires et mon testament. La requête en divorce n'attendait plus que la preuve finale avant d'être déposée. Mais il me manquait encore quelque chose que je planifiais soigneusement depuis des jours. Le jeudi 14 mars, je me suis réveillé avec une clarté mentale absolue. C'était le jour où j'allais enclencher la dernière phase de mon plan. Véronica et Ricardo allaient voyager à Marbella. Le lendemain, ils reviendraient le mardi 19 dans l'après-midi. Je les attendrais avec quelque chose qu'aucun d'eux n'imaginait. À 9 h du matin, Esteban Ruiz m'a envoyé un SMS. Passez à mon bureau. J'ai du matériel important. Je suis arrivé à Chambry 40 minutes plus tard. Esteban m'attendait avec une épaisse enveloppe Kraft et une clé USB sur son bureau. Monsieur Medina, c'est le dossier le plus complet que j'ai rassemblé depuis des années dans ce métier, a-t-il commencé en ouvrant l'enveloppe. 47 photographies, prises entre le 23 février et hier, mercredi 13 mars. Toutes avec les tampons automatiques de date, d'heure et de géolocalisation, incontestables en tant que preuve non manipulée dans toute procédure légale. Il a étalé les photos sur le bureau, comme si c'était des cartes de poker. Je les ai examinées une par une. Véronica et Ricardo entrant dans l'appartement de la rue Serrano à 8 reprises différentes, déjeunant dans des restaurants intimes, quittant le Parador de Tolède. Une séquence particulièrement dévastatrice les montrait se promenant dans le parc du Retiro, les mains entrelacées, s'arrêtant sous un arbre pour s'embrasser, pendant que des canards nageaient dans l'étang derrière eux. La clé USB contient 12 minutes de vidéo éditée, a poursuivi Esteban. Des fragments des moments les plus pertinents. Les entrées et sorties de l'immeuble de la rue Serrano avec les horodatage. Une vidéo de 3 minutes à Tolède, où ils se comportent clairement comme un couple établi. Un autre extrait de 4 minutes au Retiro. J'ai branché la clé sur l'ordinateur portable d'Esteban. La vidéo a commencé à jouer. Elle était montée de façon professionnelle, avec des transitions nettes et des horodatages dans le coin inférieur droit. La qualité était excellente. Il n'y avait aucun moyen de nier ce que ces images montraient. Il y a autre chose, a déclaré Esteban d'un ton grave. J'ai obtenu des copies de conversations WhatsApp entre votre femme et votre frère. WhatsApp? Comment? J'ai des contacts dans le domaine technologique. Je ne peux pas révéler de méthode spécifique, mais les conversations sont authentiques. Et bien que, légalement, ce soit des preuves obtenues de manière discutable, elles vous serviront à comprendre toute l'ampleur de la situation. Il a sorti plusieurs feuilles imprimées, des captures d'écran de conversations datant des 4 derniers mois. J'ai commencé à lire. Ricardo, quand vas-tu lui dire que tu veux le divorce? Véronica, bientôt. Je dois m'assurer que le partage des biens me favorise. L'architecte naïf a plus d'économie qu'il ne le laisse paraître. Ricardo, et Claudia. Véronica, elle est de notre côté. Je lui ai déjà parlé. Elle sait que son père est un homme ennuyeux qui ne vit que pour travailler. Elle nous soutiendra le moment venu. Ricardo, Marbella sera parfaite la semaine prochaine. 4 jours seuls, pas de mensonges, pas de cachette. Véronica, j'ai tout préparé. Je lui ai dit que j'allais à Salamanque avec ma grand-mère malade. Claudia confirmera l'histoire, comme toujours. Ça vaut bien chaque euro que je la paie. J'ai continué à lire. Il y avait des dizaines de messages similaires, planifiant des rencontres, se moquant de moi, discutant de stratégies pour maximiser ce que Véronica obtiendrait lors d'un éventuel divorce qu'elle initierait elle-même. Dans un message particulièrement cruel, Ricardo a écrit « Ton mari est tellement prévisible, c'est risible. Il travaille comme une mule,
pendant que nous profitons de son argent. Véronica avait répondu avec des émojis qui riaient aux larmes. J'ai fermé les yeux pendant quelques secondes. J'ai pris une grande inspiration. Quand je les ai rouverts, tout doute résiduel que j'aurais pu avoir sur ce que je faisais s'était complètement évaporé. Merci, Esteban. Excellent travail. La partie la plus importante est encore à venir. Ils voyageront à Marbella demain par le même train. J'ai déjà réservé une chambre dans un hôtel près du complexe où ils logeront. Je documenterai tout le voyage. Ce sera la preuve finale. J'ai quitté son bureau, avec l'enveloppe Kraft et la clé USB rangée dans ma mallette. Leur poids physique était minime, mais ce qu'elle contenait suffisait à détruire 25 ans de mariage, et une relation fraternelle qui durait depuis toute une vie. Sur le chemin du retour, j'ai passé plusieurs appels depuis ma voiture. Premier appel, ma sœur Patricia. Patricia, j'ai besoin de te demander un grand service, ai-je dit lorsqu'elle a décroché. Dis-moi, Gonzalo, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux organiser un dîner de famille mardi 19 mars, à 20 h, dans la salle de réception de mon immeuble. Une célébration de mes noces d'argent avec Véronica. 25 ans de mariage. J'ai besoin que tu viennes avec ta famille. Patricia semblait sincèrement surprise et heureuse. C'est merveilleux. Bien sûr, nous serons là. Vas-tu inviter Ricardo et Sofia aussi? Sofia, la femme de Ricardo, enceinte de 6 mois de son premier enfant, l'autre victime de cette tragédie. Oui, tout le monde. Les parents, les oncles, les tantes, les cousins. Je veux réunir toute la famille. Compte sur nous. Je peux t'aider pour l'organisation? Ce n'est pas la peine. J'ai juste besoin que tu confirmes ta présence, et que tu gardes la surprise pour Véronica. Je veux que ce soit inattendu. Deuxième appel, mes parents. Je leur ai raconté la même histoire. Une célébration du 25e anniversaire. Un dîner de famille surprise pour Véronica. Ma mère, Carmen, 74 ans, a failli pleurer d'émotion au téléphone. Oh, mon fils. Quel geste adorable. Ton père et moi serons là sans faute. Troisième appel, mes oncles, tantes, cousins, et les parrains de Claudia. J'ai répété l'invitation 8 fois de plus. Tout le monde a accepté avec joie. Certains ont commenté le romantisme de mon geste. D'autres m'ont félicité pour mon dévouement conjugal. Le vendredi 15 mars s'est levé avec un ciel dégagé sur Madrid. Depuis la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé Véronica faire sa petite valise beige, celle qu'elle utilisait pour ses courts voyages. Elle pliait soigneusement ses vêtements, rangeait une trousse de toilette, des chaussures confortables, agissant avec le naturel de quelqu'un qui a menti tant de fois qu'il ne ressent plus la moindre once de nervosité. « Tu es sûr que ta grand-mère est si malade que ça ?» ai-je demandé depuis l'encadrement de la porte, feignant l'inquiétude conjugale. Véronica ne s'est même pas complètement retournée pour répondre. « Oui, mon frère a appelé hier soir. Forte fièvre. Elle ne veut pas aller chez le médecin. Tu sais comment est grand-mère, têtue comme une mule. Je dois être là-bas quelques jours pour la convaincre. Son frère était mort dans un accident de la route il y a 11 ans. Je le savais parfaitement. J'étais allé à ses funérailles. J'avais consolé Véronica pendant des semaines, et maintenant, elle utilisait son frère mort comme excuse dans un mensonge improvisé. « Veux-tu que je t'emmène à la gare ?» ai-je proposé. « Ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre un taxi. Le train part à 11h30. » Je l'ai embrassée sur la joue avant de partir pour mon bureau. Un baiser mécanique, vide, le dernier geste d'une force conjugale à l'agonie. Elle a souri, m'a dit « Je t'aime » et a continué à faire ses bagages. Depuis ma voiture, garée à 2 rues de là, j'ai envoyé un message à Esteban. Elle va bientôt partir. Es-tu prêt? Réponse immédiate. Position confirmée. Taxi déjà commandé depuis mon application. Je maîtrise la situation. À 10h43, un taxi s'est arrêté devant notre immeuble. Véronica est sortie avec sa valise beige et est montée dans le véhicule. Esteban, positionné dans une voiture de location 50 mètres plus loin, a commencé la filature. Je suis resté dans mon véhicule pendant 20 minutes supplémentaires, à fixer les écrans de mon téléphone portable sans vraiment rien voir. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à mon bureau, je les ai informés que je travaillerais de chez moi le reste de la journée pour des raisons personnelles, et je suis retourné dans l'appartement vide.
À 14h20, mon téléphone a sonné. Claudia. J'ai activé l'enregistreur vocal avant de répondre. Une application que j'avais installée 2 jours auparavant, spécifiquement pour ce moment. Salut, papa. Sa voix se voulait décontractée, de manière un peu forcée. Salut, ma chérie. Comment se passent les cours? Bien, bien. Dis, maman m'a demandé de t'appeler. Elle est déjà à Salamanque. Elle dit que grand-mère est assez faible, mais que tout est sous contrôle. Ne t'inquiète pas, chaque mot était un coup de poignard. Ma propre fille, la petite fille que j'avais tenue dans mes bras, à qui j'avais appris à faire du vélo, dont j'avais chassé les cauchemars d'enfance pendant des années, mentait maintenant d'une voix calme, tout en encaissant son paiement de 200 €. Quel soulagement, ai-je répondu, avec une performance digne d'un prix d'interprétation. Fais un bisou à ta grand-mère de ma part, quand tu lui parleras. Bien sûr, papa, je dois y aller. J'ai cours dans 10 minutes. Elle a raccroché. L'enregistrement a été automatiquement sauvegardé dans la mémoire du téléphone, avec la date exacte, l'heure et la durée, 2 minutes et 17 secondes de mensonges documentés. Cet après-midi-là, Esteban m'a envoyé le premier rapport depuis Marbella. Les sujets sont arrivés à la gare d'Atocha séparément. Elle à 11h02, lui à 11h14. Ils se sont retrouvés sur le quai pour le train AVE en direction de Malaga. Ils ont voyagé sur des sièges adjacents. Wagon de première classe. Arrivé à Malaga à 14h35. Transfert en taxi vers l'hôtel Fuert Miramar. Quartier exclusif de Marbella. Enregistrement à 15h47. Chambre 804. Suite junior avec vue sur la mer. Réservation au nom de Ricardo Dominguez. Tarif, 890 € par nuit, pour 4 nuits. Total, 3560 €. Probablement payé avec la carte de crédit personnel de Ricardo, mais indirectement financé par l'argent que Véronica transférait depuis notre compte commun depuis des mois. Pendant les 72 heures suivantes, Esteban a travaillé comme un professionnel accompli. Ses rapports arrivaient chaque après-midi, avec une précision militaire. Samedi 16 mars. Les sujets ont pris leur petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel à 10h20. Sont restés à la piscine privée entre 11h et 14h30. Ont déjeuné au restaurant de l'hôtel. Dans l'après-midi, ils se sont promenés à Puerto Banús. Et sont entrés dans 3 boutiques de luxe. Elle a acheté une robe dans une boutique Dolce & Gabbana. Prix approximatif, 780 €, selon une enquête ultérieure. On dînait au restaurant Messina, une étoile Michelin. Réservation pour 2 au nom de Ricardo. De retour à l'hôtel à 23h40. Dimanche 17 mars. Les sujets ont réservé un massage en couple au spa de l'hôtel. 11 heures durée, 90 minutes. Coût, 340 €. On déjeunait dans un chiringuito sur la plage. Après-midi dans la chambre. Ils ne sont sortis qu'à 20h pour dîner à El Lago, un restaurant avec vue panoramique. Comportement. Contact physique constant, baiser fréquent, attitude détendue d'un couple établi. Chaque rapport était accompagné de photographies. Véronica dans un bikini rouge que je ne lui avais jamais vu porter. Ricardo avec des lunettes de soleil et une chemise blanche ouverte, l'air détendu. Tous deux trinquant avec des verres de vin blanc sur la terrasse de l'hôtel, marchant pieds nus sur la plage au coucher du soleil. Une image particulièrement douloureuse les montrait sur le balcon de leur chambre, enlacés, regardant la Méditerranée, leurs silhouettes se découpant sur le soleil couchant. Pendant qu'ils profitaient de leur escapade romantique, payée par mon travail, je passais ces mêmes heures à préparer méticuleusement ce qui les attendait à leur retour. Le samedi après-midi, j'ai réservé la salle de réception de mon immeuble. Un espace spacieux au rez-de-chaussée, pouvant accueillir 50 personnes, avec une décoration élégante et une cuisine équipée. Le gestionnaire de l'immeuble, Julien Pacheco, une de nos connaissances depuis des années, m'a aidé pour les préparatifs. C'est merveilleux que vous fêtiez vos noces d'argent de cette façon, Gonzalo, a-t-il commenté pendant que je signais le contrat de location. Véronica aura une magnifique surprise. Oui, ai-je répondu, une surprise qu'elle n'oubliera jamais. Le dimanche, j'ai engagé un service de traiteur pour 34 personnes. Menu complet, assortiment d'apéritifs, poisson au four, faux filets, dessert, vin, champagne. Le coût total importait peu. De l'argent bien dépensé, pour la représentation théâtrale la plus importante de ma vie.
Le lundi 18 mars, Esteban a envoyé son dernier rapport depuis Marbella. Dernier jour au complexe. Les sujets ont profité d'un long petit déjeuner. Départ à 12 heures. Le train de retour pour Madrid part à 15h20. Arrivée prévue à 20h45 à Atocha. Documentation photographique complète, 89 images en haute résolution. Matériel vidéo. 11 minutes montées. Preuves irréfutables d'une relation extra-conjugale. De retour à Madrid ce soir. Je serai disponible demain pour la remise du rapport final. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai préparé la présentation numérique. Le mardi 19 mars 2024, je suis arrivé dans la salle de réception à 18h30. L'équipe du traiteur installait déjà les tables, disposant les couverts en argent, les verres en cristal, et de discrets centres de table floraux. Julian Pacheco m'avait aidé à installer le projecteur professionnel que j'avais loué spécialement pour cette occasion. Un écran de 6 mètres de large, un système de sonorisation avec des haut-parleurs placés stratégiquement, et un ordinateur portable connecté, avec toutes les présentations prêtes. J'ai testé l'équipement 3 fois. Les photographies étaient projetées nettes, énormes, impossibles à ignorer. La vidéo était lue sans problème. Les relevés bancaires apparaissaient parfaitement lisibles, même depuis le fond de la salle. Les invités ont commencé à arriver à 19h45. Ma sœur Patricia, avec son mari Fernando et leurs 2 adolescents. Mes parents, Carmen et Antonio, élégamment vêtus pour l'occasion. Ma tante et mon oncle, Amparo et Jesus. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. Les parrains de Claudia, Vicente et Mercedes. Tous souriants, apportant des bouteilles de vin, des bouquets de fleurs, et de petits cadeaux emballés, pour célébrer notre anniversaire. Sofia, la femme de Ricardo, est arrivée seule à 20h05. Enceinte de 6 mois, elle portait une robe bleu foncé qui dissimulait son ventre proéminent. Elle avait l'air fatiguée, mais heureuse. Ricardo arrive plus tard, a-t-elle demandé, pendant que je l'aidais à s'installer sur une chaise confortable. Oui. Il a dit qu'il avait du travail à terminer. Il sera bientôt là. J'ai menti doucement. Elle ne savait encore rien. Bientôt, elle saurait tout. Claudia est apparue à 20h10, venant directement de l'université. Elle m'a embrassé, a salué ses grands-parents, ses cousins, sa tante et son oncle, et m'a pris dans ses bras avec un naturel fin. Maman ne m'avait rien dit pour ce dîner, a-t-elle chuchoté. Quelle belle surprise, papa. Ce sera une nuit mémorable, ai-je répondu. 34 personnes étaient réunies. La salle bourdonnait de conversations animées, de rires, du tintement des verres s'entrechoquant dans l'attente des toasts. À 20h17, j'ai entendu l'ascenseur s'arrêter au rez-de-chaussée, puis des pas s'approcher dans le couloir. La porte de la salle s'est ouverte. Véronica est entrée la première, traînant sa valise beige. Elle s'est figée en voyant la salle décorée, les tables dressées, et 34 visages familiers tournés vers elle. Son expression est passée de la confusion à une surprise forcée, en une demi-seconde. Ricardo est entré juste derrière elle, avec sa propre valise. Lorsqu'il a vu sa femme enceinte, assise à 3 mètres de là, son visage est devenu livide. Qu'est-ce que c'est que ça, a balbutié Véronica. Je me suis approché, une coupe de champagne à la main, avec un sourire parfaitement répété. Surprise, mon amour. Une célébration de nos 25 ans de mariage. J'ai pensé que ce serait merveilleux de réunir toute la famille, juste au moment où tu rentres après t'être occupé de ta grand-mère malade à Salamanque. Le silence qui a suivi a duré à peine 3 secondes, mais il a semblé éternel. Véronica a regardé autour d'elle, cherchant une échappatoire. Ricardo est resté pétrifié près de la porte. Sofia observait son mari avec une expression de plus en plus confuse. Je ne savais rien de tout ça, a bredouillé Véronica. Gonzalo. Tu ne me l'as pas dit. Je voulais que ce soit une surprise totale. Je vous en prie, asseyez-vous. Ricardo, rejoint Sofia. Véronica, viens ici avec moi. Je les ai guidés vers la table principale, comme un berger menant des agneaux à l'abattoir. Tous deux bougeaient machinalement, conscients que quelque chose n'allait terriblement pas, mais incapables d'identifier exactement quoi. Le traiteur a servi les apéritifs. Les conversations normales ont repris timidement. Mes parents ont porté un toast à 25 ans de véritable amour.
Patricia a fait remarquer à quel point Véronica et Ricardo étaient bronzés. Vous avez dû avoir beau temps à Salamanque, et pendant ton voyage d'affaires, Ricardo. Nous avons mangé pendant 20 minutes. J'ai à peine touché à mon assiette. J'ai observé chaque geste de Véronica, chaque regard nerveux qu'elle échangeait avec Ricardo à la table d'à côté. Claudia était assise à ma gauche, jouant avec sa nourriture, clairement mal à l'aise sans savoir pourquoi. Lorsque le plat principal a été servi, je me suis levé. J'ai tapoté doucement mon verre avec une fourchette. Le son clair du cristal a capté l'attention de tous. Famille, amis, merci de vous joindre à nous ce soir. Ma voix était calme, maîtrisée. 25 ans de mariage, c'est un accomplissement important. Un quart de siècle à partager une vie, à construire une famille, à affronter les défis ensemble. Des murmures d'approbation se sont fait entendre. Certains souriaient, émus. Véronica me regardait, les yeux de plus en plus écarquillés, commençant à comprendre que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Pendant ces 25 ans, j'ai travaillé dur. De longues heures au bureau, des projets qui m'ont pris du temps en famille, des voyages d'affaires fréquents. J'ai toujours pensé que je construisais un avenir sûr pour ma femme et ma fille. Je me suis dirigé lentement vers le projecteur, et j'ai connecté mon ordinateur portable. L'écran géant s'est illuminé derrière moi. Mais il y a exactement 26 jours, le 22 février, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma perspective. La première image est apparue sur l'écran de 6 mètres. Une page du journal de Claudia, agrandie, parfaitement lisible. La date, 22 février 2024. Le texte, maman m'a encore demandé de ne pas dire à papa qu'elle et oncle Ricardo partent en voyage ensemble du 15 au 19 mars. Le silence dans la salle était absolu. 34 personnes lisaient simultanément, 34 cerveaux traitaient l'information. Véronica s'est levée brusquement, sa chaise tombant en arrière dans un fracas. Gonzalo, arrête ça tout de suite. J'ai cliqué. Deuxième image, une autre page du journal. Elle m'a donné 200 € ce matin, tout comme les autres fois. J'ai déjà économisé 1400 €. Troisième image, Véronica et Ricardo entrant dans l'immeuble de la rue Serrano. Horodatage, 28 février 2024, 15h20. Quatrième image, sortant ensemble du même immeuble. 28 février, 19h42. Gonzalo, je t'en prie, la voix de Véronica semblait étranglée. Cinquième image, un relevé bancaire avec un marqueur rouge soulignant un virement vers Véronica Soli Campos. 3500 €, motif, épargne personnelle. Sixième image, un autre relevé. Hôtel Miramar, Saint-Sébastien. Ricardo a essayé de se lever. Sofia l'a attrapé par le bras, les yeux remplis de larmes alors qu'elle commençait à comprendre. Septième image, Véronica et Ricardo s'embrassant près du point de vue du Tage, à Tolède. Huitième image, marchant main dans la main à Puerto Banús. Neuvième image, trinquant avec des verres de vin sur la terrasse de l'hôtel Fuert Miramar à Marbella. Horodatage, 16 mars 2024. J'ai lancé la vidéo. 11 minutes de preuves irréfutables. Véronica et Ricardo entrant dans l'appartement de la rue Serrano à de multiples reprises. Un extrait de leur week-end à Tolède. Des séquences de leurs 4 jours à Marbella, la suite de l'hôtel, les promenades sur la plage, les restaurants intimes. Personne ne parlait. On n'entendait que le son de la vidéo, et un sanglot étouffé occasionnel que je n'arrivais pas à identifier. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai laissé le silence se prolonger pendant 30 bonnes secondes. 30 secondes où le poids de la révélation a écrasé l'air dans la salle. Ma mère pleurait silencieusement sur sa chaise. Patricia avait la main sur la bouche, les yeux fixés sur l'écran désormais sombre. Sofia sanglotait ouvertement, son ventre de 6 mois se soulevant et s'abaissant à chaque respiration saccadée. 78 000 €, ai-je finalement dit, ma voix tranchant le silence comme un couteau. C'est ce qu'ils ont dépensé en 2 ans. Hôtel, restaurant, vêtements de marque pour hommes, bijoux, voyages. Tout est documenté dans les relevés bancaires de notre compte commun. J'ai projeté le tableau qu'Immaculada Torres avait préparé. Ligne par ligne, dépense par dépense, date par date. 12 600 € en hébergement, 8 900 € en restaurant, 5 400 € en vêtements. La liste complète avec les reçus scannés, les captures d'écran des relevés bancaires. Des chiffres qui ne mentaient pas.
Véronica a transféré de l'argent de notre compte vers le sien. Ensuite, elle a utilisé cet argent pour financer sa vie parallèle avec mon frère. Mon argent. L'argent que j'ai gagné en concevant des bâtiments, pendant que vous planifiez votre prochaine escapade. Véronica a essayé de parler. Gonzalo, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? L'ai-je interrompu, sans élever la voix. Expliquer comment tu as entretenu une relation de 2 ans avec mon frère? Expliquer les 8 mensonges documentés, où tu as demandé à notre fille de me dire que tu t'occupais de ta mère malade, pendant que tu étais dans des hôtels de luxe. J'ai projeté les captures d'écran de WhatsApp. Les messages entre Véronica et Ricardo sont apparus, géants, sur l'écran. Quand vas-tu lui dire que tu veux le divorce? Message de Ricardo. Bientôt. Je dois m'assurer que le partage des biens me favorise. L'architecte naïf a plus d'économie qu'il ne le laisse paraître. Réponse de Véronica. Mon père, Antonio, un homme de 76 ans qui montrait rarement des émotions fortes, s'est levé, tremblant de rage. Ricardo, comment as-tu pu faire ça à ton frère? Sa voix était brisée, incrédule. Ricardo avait la tête entre les mains. Il n'a pas répondu. Sofia s'est levée avec difficulté, une main protégeant son ventre. Elle a marché vers son mari d'un pas chancelant. Quand elle s'est retrouvée face à lui, elle l'a giflé avec une telle force que le bruit a résonné dans la salle comme un coup de feu. Je suis enceinte de 6 mois de ton enfant, et tu étais en vacances romantiques avec elle, a-t-elle craché avec un pur venin. Ricardo a essayé de la toucher. Elle a reculé, comme s'il était fait de feu. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Merci de m'avoir montré, Gonzalo. Merci de ne pas m'avoir laissé continuer à vivre dans le mensonge. Elle a quitté la salle en trébuchant. Patricia a couru après elle pour s'assurer qu'elle allait bien. Je me suis tourné vers Claudia. Ma fille restait assise, paralysée, le visage complètement pâle. Elle savait ce qui l'attendait. J'avais lu son journal. Elle savait que je savais. Mais il y a autre chose que vous devriez tous savoir, ai-je continué. Cette trahison ne s'est pas seulement passée entre 2 adultes. Elle avait une complice. J'ai projeté les pages photographiées du journal de Claudia. Cette entrée différente. Cette mention de 200 € reçus. Cette mensonge qu'elle avait délibérément raconté. Ma fille Claudia a couvert cette relation pendant presque 1 an. Chaque fois que Véronica voyageait avec Ricardo, Claudia m'appelait pour confirmer son faux alibi. En retour, elle recevait 200 € pour chaque mensonge. Des murmures de choc ont parcouru la salle. Ma mère a regardé sa petite fille avec une expression d'incompréhension totale. J'ai lancé l'audio de l'appel téléphonique du 15 mars. La voix de Claudia a résonné clairement dans les haut-parleurs. Maman m'a demandé de t'appeler. Elle est déjà à Salamanque. Elle dit que grand-mère est assez faible, mais que tout est sous contrôle. J'ai reçu cet appel il y a 4 jours, ai-je expliqué. Le jour même où sa mère et mon frère partaient pour Marbella. La grand-mère de Claudia n'est pas malade. En fait, son autre grand-père, mon père, est assis juste ici, en parfaite santé. J'ai projeté le relevé du compte universitaire de Claudia, le retrait de 1 400 € en janvier, et le dépôt de remplacement provenant du compte de Véronica. Claudia a utilisé l'argent que je dépose mensuellement pour son éducation, afin de partir en vacances à Ibiza avec son petit ami. 750 € par mois que je transfère religieusement. 650 € pour l'université. 100 € pour le matériel. Mais il s'avère qu'une partie de cet argent a été utilisée pour financer son style de vie, pendant qu'elle couvrait les crimes de sa mère. Claudia s'est mise à pleurer. Papa, je t'en prie. Il n'y a aucune justification possible à ce que tu as fait, ai-je dit avec une froideur dont je ne me savais pas capable. Tu es une adulte. Tu as 19 ans. Tu savais exactement ce que tu faisais. J'ai sorti une grande enveloppe de ma mallette. J'ai marché jusqu'à l'endroit où Véronica se tenait encore, près de sa chaise renversée, et je l'ai posée sur la table devant elle. Ce sont les papiers du divorce. 127 pages de documentation légale. Je demande un partage des biens à 70/30 en ma faveur, sur la base du détournement de fonds avéré. J'exige également que tu restitues 23 650 € au bien commun. Véronica a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je me suis adressé à toute la famille réunie.
L'appartement où nous vivons vaut 340 000 euros. Je le garde. Véronica recevra environ 12 000 euros après les ajustements et la restitution. C'est plus que ce qu'elle mérite, mais c'est ce que prévoit la loi. J'ai reporté mon attention sur Claudia. Ma fille me regardait, les yeux rouges, le maquillage coulant, les mains tremblantes. Quant à toi, ma voix s'est durcie, à partir de ce moment, tu es complètement coupé financièrement. L'allocation mensuelle de 400 euros, c'est fini. Le paiement de l'université de 650 euros par mois, c'est fini. Ton assurance santé privée de 180 euros que je payais. C'est fini. Les 1230 euros par mois que j'investissais dans ton avenir, c'est fini. Claudia a sangloté. Papa, s'il te plaît. J'ai aussi modifié mon testament. Tu es exclu de tout héritage au-delà du minimum légal obligatoire. L'avocat m'a informé que je ne pouvais pas te déshériter totalement selon le code civil, mais tu recevras très exactement le minimum que la loi m'oblige à te laisser. Pas un centime de plus. Ma mère a essayé d'intervenir. Gonzalo, mon fils, c'est ta fille. C'est une fille qui a choisi l'argent plutôt que l'intégrité, qui a préféré 200 euros à son père, et qui est devenue une complice active dans la destruction de sa propre famille. Je me suis à nouveau tourné vers Claudia. Tu vas devoir trouver un travail. Tu vas devoir payer ta propre université, si tu veux continuer. Tu vas devoir apprendre ce que signifie vivre avec les conséquences de ces décisions. Le silence était assourdissant, marquant le démantèlement complet d'une famille. Ricardo avait toujours la tête entre les mains. Véronica pleurait silencieusement. Claudia tremblait comme une feuille dans la tempête. Ce dîner s'arrête ici, ai-je annoncé. Je vous remercie d'être venu. J'avais besoin de témoins de la vérité. J'avais besoin que la famille sache exactement qui sont ces personnes, qui pendant des années, ont prétendu être ce qu'elles n'étaient pas. J'ai ramassé ma mallette, j'ai éteint le projecteur, et j'ai marché vers la porte de la salle sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu le chaos commencer, des voix qui s'élevaient, des accusations, des pleurs. Mais je ne faisais plus partie de cela. Ce n'était plus mon problème. Je suis monté dans mon appartement vide, j'ai fermé la porte à clé, et pour la première fois en 26 jours, je me suis autorisé à ressentir tout le poids de ce que j'avais perdu. 6 mois plus tard, septembre 2024. Je suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement à Valence, un appartement au 3e étage qui surplombe le jardin du Turia. Il est petit comparé à celui que j'ai vendu à Madrid, seulement 80 mètres carrés, mais il est entièrement à moi. Pas de souvenirs contaminés, pas de fantômes dans chaque pièce. La procédure de divorce s'est conclue le 23 août. Immaculada Torres a fait un travail impeccable. Les 127 pages de preuves irréfutables, ainsi que les témoignages documentés, ont abouti à un jugement qui m'a donné raison sur tous les points. J'ai obtenu l'appartement de Madrid, évalué à 340 000 euros. Véronica a reçu 12 000 euros en espèces, mais a dû restituer 23 650 euros pour détournement de fonds avérés. Total net pour elle, 78 350 euros. J'ai vendu l'appartement de Madrid 3 semaines après que le jugement est devenu définitif. Un jeune couple de médecins l'a acheté pour 345 000 euros, soit 5 000 euros de plus que son estimation. J'ai pris cet argent, ainsi que les 156 000 euros de mon héritage que j'avais protégé, et j'ai déménagé à Valence. Nouvelle ville, nouvelle vie. Personne ici ne connaît mon histoire. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet d'architecture local. Le salaire est légèrement inférieur à celui de Madrid, 3 800 euros par mois, mais le coût de la ville est aussi. Je conçois des projets résidentiels durables, une chose qui m'a toujours intéressé, mais que je n'avais jamais eu le temps de développer dans mon précédent travail. Mes nouveaux collègues sont des professionnels talentueux, pour la plupart jeunes, avec des idées fraîches qui m'obligent à rester à la page. Je n'ai pas parlé à Véronica depuis le jour du jugement. J'ai bloqué son numéro, son email, et ses réseaux sociaux. D'après ce que ma sœur Patricia m'a raconté lors de notre dernière conversation téléphonique il y a 2 semaines, Véronica vit maintenant dans un appartement de 2 chambres en location, dans un quartier modeste de Madrid. Elle travaille à temps plein dans un magasin de décoration. Sa propre entreprise a fermé par manque de capitaux. Elle gagne environ 1300 euros par mois. Les 78 000 euros du divorce sont lentement absorbés par le loyer, les dépenses courantes, et les dettes accumulées. Ricardo a également subi de lourdes conséquences. Sofia, sa femme,
a entamé une procédure de divorce le soir même du dîner des révélations. Elle a donné naissance à un petit garçon en bonne santé en juillet, Martin. Ricardo a une garde partagée très limitée, seulement un week-end sur 2 sous surveillance. Il paie 1 800 € par mois de pension alimentaire. Selon Patricia, qui maintient un contact minimal avec lui par obligation familiale, Ricardo a perdu plusieurs clients importants de son cabinet de conseil, lorsque l'histoire a fuité dans les cercles d'affaires. Une réputation détruite à un prix économique concret. Mais ce que les gens me demandent le plus souvent, lorsqu'ils apprennent des fragments de mon histoire, c'est ce qu'il est advenu de Claudia. Ma fille. Ma fille unique. Claudia a abandonné l'université en avril 2024. Sans mon soutien financier de 1 230 € par mois, elle n'a pas pu assumer les dépenses. Elle a essayé d'obtenir une bourse, mais ses notes du premier semestre avaient considérablement baissé, probablement parce qu'elle était trop occupée à être la complice d'un adultère pour se concentrer sur ses études. Elle a trouvé un emploi de caissière dans un supermarché Mercadona. Un temps plein, pour 1 150 € par mois. Elle loue une chambre dans un appartement en colocation avec 2 autres personnes. 450 € par mois rien que pour la chambre, sans compter les charges. Elle vit avec un budget très serré. Pas de luxe, pas de voyage à Ibiza. Pas d'argent facile à 200 € en échange de mensonges téléphoniques. Elle m'a appelé 4 fois au cours de ces 6 mois. Je n'ai jamais décroché. Elle m'a envoyé 17 messages sur WhatsApp. Je les ai tous lus, sans y répondre. Le dernier, reçu il y a 5 jours, disait « Papa, je sais que j'ai fait une terrible erreur. Je n'avais que 19 ans et maman m'a manipulé. S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Tu me manques. » J'ai supprimé le message sans y répondre. Non pas parce que je suis cruel, non pas parce que j'aime la voir souffrir, mais parce qu'il y a des décisions qui ont des conséquences permanentes. Claudia n'avait pas 12 ans lorsqu'elle a choisi de devenir complice. Elle avait 19 ans, l'âge de voter, de conduire, de signer des contrats, et de distinguer le bien du mal. Elle a choisi l'argent. Maintenant, elle vit avec ce choix. Est-ce que je ressens quelque chose quand je pense à elle, travaillant à une caisse, scannant des produits 8 heures par jour? Oui. Je ressens de la tristesse pour ce qui aurait pu être, et qui ne sera jamais. Je ressens de la peine pour cette relation père-fille qui a existé pendant 18 ans, et qui est morte dans les pages d'un journal intime laissé ouvert. Mais je ne ressens pas de culpabilité, et je ne me sens pas dans l'obligation de la sauver. Parfois, la nuit, quand Valence s'endort et que le vent souffle depuis la mer Méditerranée en apportant l'odeur du sel, je me demande si j'ai pris les bonnes décisions. Si j'ai été trop dur. Si j'aurais dû les confronter en privé, au lieu de le faire publiquement. Si j'aurais dû donner une seconde chance à Claudia. Et puis je me souviens des mots échangés dans ces messages WhatsApp entre Véronica et Ricardo. L'architecte naïf. Les rires partagés à mes dépens. Les 78 000 € dépensés pour leur bonheur, bâtis sur mon ignorance. Les 8 mensonges téléphoniques de ma fille, prononcés d'une voix calme pendant qu'elle encaissait son paiement. Et alors, je sais que j'ai fait exactement ce que je devais faire. Ma mère m'a demandé, lors de notre dernier appel vidéo, si je pardonnerais un jour. Je lui ai dit la vérité, probablement pas. Le pardon s'accorde lorsqu'il y a un repentir sincère, et lorsque la relation vaut la peine d'être sauvée. Il n'y a eu aucun repentir sincère. J'ai seulement vu le regret d'avoir été pris. Et la relation ne valait pas la peine d'être sauvée, car elle était bâtie sur des fondations de mensonges, depuis des années. J'ai construit des bâtiments toute ma vie. Je sais que lorsque les fondations sont pourries, on ne peut pas se contenter de les rafistoler avec du ciment neuf, en espérant que la structure tiendra. Parfois, il faut tout démolir, et recommencer à zéro. C'est ce que j'ai fait. J'ai 53 ans maintenant. Il n'est pas trop tard pour reconstruire. Je sors de temps en temps avec une collègue du cabinet, Martha, une architecte paysagiste de 47 ans, également divorcée, avec 2 enfants adultes et indépendants. Ce n'est rien de sérieux pour l'instant, mais c'est honnête. Et c'est suffisant pour le moment. Le soleil se couche sur Valence. Le ciel vire à l'orange et au violet. Depuis mon balcon, je vois des familles se promener dans le jardin. Des enfants à vélo, de vieux couples se tenant la main. Des vies ordinaires, avec probablement leurs propres secrets et leurs tragédies silencieuses. Je ne pourrai jamais récupérer les 25 années que j'ai investies dans un faux mariage.
Je ne pourrai jamais récupérer la relation avec ma fille ou mon frère. Ces chapitres sont clos. Les pages sont définitivement scellées. Mais j'ai quelque chose que je n'avais pas il y a 6 mois, une dignité retrouvée, la vérité mise au grand jour, et le contrôle de ma propre histoire. Parfois, quand le vent de la Méditerranée souffle fort et apporte avec lui des promesses de lendemains inconnus, cela suffit amplement.